Swapnil Takar et Yann Baudouin à venir nous présenter leur IP, pas IP, mais virtualisation 201. Et, donc, pendant qu'ils s'installent, je vais en profiter pour lire leur bio. Donc, Yann Baudouin a commencé sa carrière en télécom chez Bell Media. Par la suite, il a travaillé dans l'industrie des TI pour un hébergeur web majeur aux États-Unis pendant 11 ans. Et pendant cette période, il s'est familiarisé et est devenu un expert en virtualisation. Par la suite, il s'est joint à Radio-Canada en 2016 à titre non, on m'a dit qu'on ne connaît pas. De premier architecte infrastructure, principalement spécialisé dans nos projets de virtualisation. On a aussi Swapnil. Somewhere. Donc, Swapnil is a project leader at Engineering Solution Core System Department at CBC Radio-Canada. He managed and implement capital project for national and local installation around the country. He received a Master of Science degree in electronics from India and worked for Indian public broadcaster as a post-production engineer for about a year before moving to Canada. Swapnil worked on a lot of projects at CBC, including the LED virtualization and now the MAM project. So, welcome, guys. Thank you. Oh, all right. It's okay. Are you good? Yeah. Yeah? So it's your show. Thank you. Thank you. Thanks. The mic works. You want the clicker? You want the clicker? Oh, sure. Check. Okay. Cool. Yeah. Bon matin à tous. Merci d'être venus en si grand nombre encore aujourd'hui. On va commencer par une petite présentation, Swapnil et moi. Comme François a dit, je travaille dans le domaine des TI depuis 1999. J'ai commencé avec la virtualisation en 2005, donc ça fait une douzaine d'années que je travaille en virtualisation, principalement avec VMware. On sait qu'il y a plusieurs joueurs en virtualisation, mais mon background est VMware principalement. Alors, vous m'excuserez si tout au long de la présentation, c'est plus VMware-oriented. Les termes, les technologies, c'est parce que mon bagage est comme ça. Donc, j'ai joint Radio-Canada en 2016, janvier 2016, pour aider l'entreprise vers son passage en virtualisation. Je cède la parole à Swapnil. Hello. Can you guys hear me? All right. So, welcome. I'm going to be talking in English. So if there are any French questions, then I'm going to need some translation from him. So that's, I am taking French lessons, so I may be able to get it, but I don't know. So Francois already did an introduction, so I'm going to quickly go over one more time. I joined CBC in 2012. Before that, I was with another broadcaster in US. But I have lots of experience with media and broadcasting from day one as soon as I got out of the college. So I'll be talking to you guys today about virtualization and what we have achieved so far at CBC, Radio-Canada. And we'll do a live demonstration as well of what we have. It's a live production system, so we won't be able to mess with it, or maybe we can. It's a site that we picked that's a little bit further in the time zone, so in case something goes wrong, we should be able to recover. Oui, hello? We don't have backups in place. Je suis vraiment dans le jus ici, fait que j'ai à peu près 5 minutes où tu peux tout y aller verbalement, puis je vais te répondre. Only good things, only good things. Je les ai regardés, mais j'ai pas répondu. Okay, so... I'm going to pass the mic to Ian. He's going to go through our agenda today, okay. and I'll come back. OK. Thanks, Swapnil. So, moi, je travaille à Montréal, Swapnil travaille à Toronto, fait que ça montre un petit peu la collaboration qu'on a au sein de l'entreprise.
Donc, l'objectif principal de cette présentation-là, c'est démontrer que la virtualisation est prête pour les applications de production de médias. Okay? Le format, c'est que moi, je vais parler de certains concepts clés, un petit refresh sur la technologie de la virtualisation. Je n'irai pas trop en détail parce qu'il y en a trop. Je ne parlerai pas toutes des options possibles, toutes des configurations possibles, mais je vais faire un petit peu le minimum ou le standard ou ce qu'il y a de plus gros, si on veut. Et puis, après chaque concept, je vais passer la parole à Swapnil qui va vous montrer, vous expliquer comment on a transposé ces concepts-là, comment on a appliqué ces concepts-là, ces configurations-là dans un site, donc du tangible, comment on a fait ça, quand on a monté ces infrastructures-là de virtualisation pour la production de médias. Your turn. Okay. So we started with talking to the clients. We had lots of meetings, and we thought, how hard can it be? We can virtualize everything, whether it's Windows or Linux. So the idea was that we have to pick a site as a pilot. So the site and the plant manager has to be on board because this is the first time we're virtualizing things. So there's a lot of nervousness, including us as an engineer. We don't know how things will go. Obviously, we need some help from the vendors because whether it's Avid, whether it's Dalet, or any vendor, they have to be on board as well. So we have to work with them to make sure that they're on board as well. So after a lot of meetings, we did a lot of POCs. We started with Dalet as our first step to virtualize because that was the hardware that was coming up as end of life, and it needed a server refresh. So we thought, let's start with Dalet and see how it goes, and then we'll go to let's start with radio, basically. That was it. It was radio. Okay, it's pretty small, it's on the side, a couple of boots, it's easy. But hey, don't touch the TV part yet. Let's do radio first. So we had other issues for those sites, or the site that we picked was they were short on power. Their backup generators were almost at 90%. They had old equipments that are running, which are sucking up a lot of power, and they needed to be gone. There are other projects around just virtualization that we're trying to get in because there are other vendors who are ready to virtualize, but there's no infrastructure there to move them into a virtualized environment. So there were a lot of good initiatives ongoing, but none of the sites were ready. So at the end, we picked Regina as our pilot site. As you can see, it's easy to draw but hard to spell. So we picked Regina. The site was easier to support remotely. As I said, the hardware was coming up to end of life. We worked with the vendor, especially Avid and Dalet, obviously, to make sure that their interplay version, their Dalet version, everything is virtualized. We tested it. It took us almost a year before we actually went online. We looked at the networking. We looked at, should we go 1 gig? Should we go 10 gig? How about iSCSI? How about fiber channel? Everything, should we go Dell? Should we go any other vendors that we are looking for? Rack space, power, everything is being consolidated. As you saw Francois' presentation about the new project, right? We're going from 1.2 million square miles to probably 400,000, right? So everything is being compact. Everything has to be in one data center. So after all of this, we still have some systems in Avid called System Director, Airspeeds, Capture Manager should be virtualized soon as we move on to an HD router. Media Central, these are still physical systems, and they haven't been virtualized yet due to issues like
I wouldn't say issues, but limitations. Like, so for System Director, there's a dongle at the back of the machine which has a licensing factor into it. So we can't virtualize it yet, but we have tested it. We have tested the Media Central as well. It works, but we didn't go for virtualization yet because baby steps. We wanted to make sure that we do one step at a time and make sure that we gain confidence. We gain confidence ourselves. We learn from it. We explore possibilities and see what we can do. So this was the site with lots of racks and servers. I'm only showing one, but trust me, this is only the TV part. There's another rack at the back for radio. There is racks for networking, for core switches. So there's like a couple of racks easily. We came from this, to just the DTV side here, and this is the Dalet with 3 servers and a Dell SAN and 2 Nexus 5 switches on the top of the rack. And that basically, within these 2 racks and the third one at the back, just for redundancy purposes or any disaster, we were able to combine everything into Dalet, Avid, all those systems, and they're running together in sync within the same physical machines. So I'm going to pass the mic to Ian. He's going to go over some concepts, and we'll drill down into what we did specifically for the host and for the storage. But before we get to that, let's get some basics. OK, merci. Un petit recap. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la virtualisation? Quelles ressources? OK, les ressources, principales ressources nécessaires. Évidemment, on a du CPU. On a besoin du CPU. On a besoin de la mémoire. On a besoin du stockage. On a besoin des interfaces réseau. Puis on a besoin, dans certains cas, des GPU. OK? Ça, c'est les 5 morceaux, les 5 ressources physiques qui sont nécessaires à virtualiser des serveurs. Un petit refresh pour ceux qui connaissent un peu la virtualisation, puis pour d'autres, ça sera peut-être nouveau. Donc, comment on fait pour partager ces ressources-là? Hein? On sait, la virtualisation, on prend un serveur physique, on met ces ressources physiques-là dedans, les 5 que je viens de mentionner, puis on doit les partager des machines virtuelles qui roulent sur ces serveurs-là. Donc, on installe un système d'exploitation qu'on appelle le VM kernel. Okay? C'est ce système d'exploitation-là qui est responsable de partager ces ressources-là et de donner accès à ces ressources-là aux machines virtuelles. Okay? Pour chaque machine virtuelle, il y a un processus qui est créé, qui roule dans le VM kernel, qui s'appelle le VMM ou le Virtual Machine Monitor. Okay? C'est ce processus-là qui est responsable de l'exécution des machines virtuelles sur le système d'exploitation. Okay? On voit ici, pour le CPU, on a le VM kernel est responsable du CPU scheduler, okay? Aussi responsable du memory allocator. La grosse différence entre CPU et mémoire, ce qui est important de comprendre, c'est que le CPU, c'est du time sharing. Okay? Donc, les machines virtuelles vont utiliser du CPU en time sharing quand ils en ont besoin. Quand ils n'en ont plus besoin, ils relâchent. Une autre machine virtuelle peut l'utiliser. Comparativement à la mémoire, où la mémoire, quand la machine virtuelle démarre, elle prend la mémoire physique et elle la garde, okay, pour pouvoir fonctionner. Il peut arriver à un certain moment qu'elle va en chercher plus ou même des moments où elle va en relâcher. Mais quand elle prend de la mémoire physique, elle en a l'exclusivité. C'est elle seule l'utilise, ce morceau de mémoire physique-là, comparativement au CPU où c'est vraiment du timeshare, comme un hôtel, si on veut. On a aussi le partage de la réseautique. Donc, on crée des cartes réseau virtuelles sur des switches virtuels qui sont, eux, branchés à travers des drivers, comme on connaît dans le système d'exploitation, qui donnent accès à la carte physique de réseautique. Un peu la même chose pour le stockage. On crée un système de stockage virtuel qu'on présente à la machine virtuelle, ce qui est sur un file system, qui va être VMFS ou encore NFS, et à laquelle on donne accès sur des médias physiques, donc le stockage. Donc, ce que j'expliquais, le CPU, c'est du time sharing. Le host,
donc ce qu'on appelle l'hypervisor ou le VM kernel, partage les ressources CPU. C'est lui qui les provide, excusez l'anglicisme. Puis les machines virtuelles, eux, consomment ces ressources-là. Okay? Et c'est le VM kernel qui est responsable du scheduling, donc donner accès, enlever l'accès. Okay, on peut voir ici, la machine virtuelle, ici, elle a 4 vCPU. On dit des vCPU pour des virtual CPU. Ça, c'est des virtual CPU. Ici, c'est des physical CPU. Donc, la machine virtuelle a des virtual CPU. Le scheduler, ici, lui donne accès à des corps physiques. Ici, il y en a 1, 2, 1 ici. Et puis, la machine virtuelle n'a aucune idée où est-ce que l'exécution se fait dans la machine physique. Okay? C'est vraiment le VM kernel CPU scheduler qui s'occupe de ça. Donc, le VM kernel est responsable de céduler, décéduler les ressources CPU. Les CPU physiques, les corps physiques sont partagés pour toutes les machines virtuelles. Okay? Puis, il est possible de faire du overcommitment. Il est possible d'avoir sur un serveur physique c'est-à-dire sur un serveur physique, avoir des machines virtuelles qui ont au total plus de virtual CPU que de CPU physiques. Okay? C'est là la beauté de la virtualisation, c'est qu'on augmente le taux d'utilisation des serveurs. On le sait, un serveur physique traditionnel, il n'est pas tout le temps utilisé. Le CPU physique n'est pas tout le temps utilisé. Il y a des périodes qu'il l'est, des périodes qu'il ne l'est pas. La nuit, il ne l'est pas. Le jour, pendant les nouvelles, il l'est beaucoup, en télévision. Et ce que ça fait, c'est qu'on peut, en mettant plus de machines virtuelles, on peut égaliser la charge, si on veut. On peut utiliser beaucoup plus les serveurs physiques. Donc, on peut voir ici dans l'animation, le scheduler va céduler les machines virtuelles sur les corps physiques. Il peut arriver un moment où il n'y a plus de place parce que tous les corps physiques sont utilisés. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le kernel, c'est lui qui s'occupe de décéduler les machines virtuelles puis céduler d'autres machines virtuelles. Donc, c'est vraiment un partage de ressources qui se fait. Mais ça se fait ultra rapidement. On parle de microsecondes, de millisecondes. C'est transparent pour les machines virtuelles. Ce qui est important aussi de comprendre, puis ça fait partie de mon rôle de faire l'éducation à ce niveau-là, c'est que plus de virtual CPU, ça ne veut pas nécessairement dire plus rapide, plus performant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir accès à des ressources physiques de CPU, une machine virtuelle doit avoir accès simultanément à tout ce qu'elle a de configuré. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'une machine virtuelle à 4 vCPU, bien, pour avoir du temps de CPU physique, il faut qu'elle ait accès à 4 cores simultanément. Okay? Si elle n'a pas accès à 4 cores, si elle, mettons, elle a accès à juste 2 cores, elle n'aura pas accès au CPU. Il faut que ça soit les 4 en même temps. Si c'est une machine à 8 vCPU, il faut qu'elle ait accès à 8 cores en même temps. Fait que là, il y a un challenge de scheduling qui se fait. Ce qui m'amène à dire que plus de vCPU, ce n'est pas nécessairement plus rapide. Parce que si tu tombes dans un mode de contention où il y a trop de ressources qui sont demandées par les machines virtuelles, bien, tu peux ralentir tes machines virtuelles parce qu'ils n'ont pas accès à tout ce qu'ils ont besoin. Pour ce qui est de la mémoire, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu plus différent. La machine virtuelle a accès directement à la mémoire physique via le VM kernel. On peut overcommitter, c'est-à-dire qu'on pourrait en donner plus aux machines virtuelles que physiquement on en a. Okay. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que le VM kernel ou l'hypervisor ici n'a aucune idée de ce qui se passe dans la machine virtuelle en termes de mémoire. Okay. L'hypervisor va me faire le mapping à la mémoire physique pour la machine virtuelle quand la machine virtuelle en demande. Puis, dans le même ordre d'idée, la machine virtuelle n'a aucune idée d'où la mémoire physique vient. Okay? C'est vraiment séparé. Et puis, s'il y a de la contention, bien, il y a différentes techniques de réclamation de mémoire qui existent. Si on a trop alloué, on utilise trop, plus que ce que la machine physique a à donner, il y a des mécanismes qui font qu'on peut aller récupérer de la mémoire que les machines virtuelles ont pris, mais qu'ils n'utilisent pas vraiment. Je vais un petit peu illustrer ce que je viens de dire. Ici, on a un serveur, un host, un hypervisor. Ça, c'est la mémoire physique qu'on a. Okay?
Ici, j'ai des machines virtuelles qui roulent sur ce serveur-là. Si on regarde la portion que j'ai attribuée, donc le bleu foncé sur le mauve, j'en ai attribué plus aux machines virtuelles qu'il y en a vraiment physiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle le Guess Allocated Memory, donc ce que j'ai alloué. Okay. En bleu pâle, ici, c'est ce que les machines virtuelles consomment. Okay. Donc, on pourrait configurer une machine virtuelle pour lui donner 16 gigs de RAM, mais quand tu la démarres, elle en prend juste 8. Donc, elle ne consomme pas tout ce qu'on lui a alloué. Donc, dans ce cas ici, on consomme un peu moins que ce qu'on a alloué. Et il y a aussi le principe du Active Memory, c'est-à-dire la mémoire qui est vraiment utilisée. Il y a beaucoup de systèmes d'exploitation qui vont prendre plein de mémoire, puis qui vont garder ça pour faire du cache ou juste pour rouler des applications, mais qui n'ont pas besoin tout le temps accès à cette mémoire-là. Je vous donne un exemple, SQL Server, MS SQL Server, bien, lui, quand tu le démarres, si tu lui donnes 16 gigs, il prend les 16 gigs, puis il met ça en arrière, puis il fait son caching là-dedans. Okay? Mais il ne l'utilise pas activement. Donc, c'est toutes des métriques qui sont importantes de monitorer dans un environnement virtuel. Ici, en bas, j'ai le graphique de l'utilisation d'un cluster virtualisation qu'on a. Ça vous donne un petit peu une idée. La capacité totale qui est 100% ici, qui est, je pense que c'est 1.2, pas 121 gigs, c'est 1.2, 121? Ouais, ouais. 100%, OK, on va dire, je me souviens plus c'est quoi, là, mais 100%. Granted, donc, allocated, j'ai donné 55%, accès à 50% de la mémoire en machine virtuelle. Il consomme 46% de la mémoire totale du cluster, mais en réalité, il utilise juste 4%, okay, qui est actif vraiment en ce moment-là. Je passe la parole à Swapnil pour illustrer un petit peu ça, ce qu'on a fait du côté de Regina. OK. You want to show this and then log in after? Yep. So, now that you know all the basics, in about 11 minutes, let's jump into it, right? Let's forget the slides for a second. You know, let me log in. You know, let me show you exactly how we did what we did. So we have, as I mentioned, we have Dell servers. Where is it? See here. There you go. So this is our vCenter, and let me move this out a little bit. There you go. So this is our vCenter. We have a cluster with all of these hosts. You see 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 7. I forgot the numbers. Now, you can see all of these VMs running at the bottom. It's a mix of Avid and Dalet VMs. This is the overall summary of the CPU usage. As you can see, it's practically doing nothing. We can always, you know, look back and see how many CPUs we need actually. This is actually running live, so you know, as you can see, not much of a memory usage. Storage is the main part for virtualization that we realized, that we need to store the VMs, we need to store data like SQL, audio files for Dalet. It turns out that CPU usage is not much on these hosts. If you look at a typical host, again, it's the same story. It's not doing much, and it's not because it's right now it's not prime time, and you know it's not you know it's not busy enough. You know, even during the prime time hours, we have seen that the CPU usage is probably around 20 to 30%. It's not more than that. So again, since this was very new to us, we didn't want it to do P2V, as they call it, physical to virtual, where we don't want it to actually go one-to-one. But in this case, we actually did. We went every physical servers that we had in Avid system or in Dalet system, we converted into a virtual system, and we bought enough hosts to make sure that we have
redundancy. We have, if one of the hosts fails, we have N+1 scenario where we're covered with a next host taking over all the VMs. We utilize vMotion. So let me go back a little bit more into a typical VM. So I think this is one of the Dalet VMs. So you can see some details here. Oh, not yet. Maybe now. There you go. So it's a very basic VM. We have done nothing special to it. It's out of the box, regular Windows OS, with a couple of drives, and a network card, and that's it. And it just worked. And this is our step one to go as a pilot. This is our step one to go into. We have other initiatives that we'll talk later briefly. We'll mention it. Any questions so far? Anything? I have one. Yes. Dalet may not be obvious. Maybe just which Dalet apps and what are they doing with it in a minute, right? Sure. Just so we know what we're talking about. Is So, it back end? Is it the actual? So this is the back end. The servers that you see are the back end. The studio workstations, the workstations in the booth, they're still Windows 7 and they're still inside the studio. We haven't gone that far yet, but this is all the back end servers, the database, the audio servers, the transcoding, everything that's back end services, it's all virtualized. It also included services that would transfer the files between the two locations, to Toronto, back and forth. So everything else, as I said, in the back end is virtualized. But we haven't looked at the studio part because there is actual I/O involved. Like there's an actual cable that goes in with audio in, audio out. So we haven't explored that, no. And on the Avid side, it's editing, or is it? It's back end as well on the Avid side. We're still far away from it, I would say. So again, database, transcoding, indexing, service providers, send to playback, which is the transfers between the sites. All of the back-end servers and compute has been virtualized. But no editors, no access. We did try Media Central, as I mentioned, and it does work in a virtualized environment, but we did compare and saw that it needs enough CPU that it's better to be kept as physical at that point. So, good question. Thank you. Did you virtualize the storage disk on Avid? No, that's a good question. So the ISIS itself is still a physical system. The media files are in ISIS. That hasn't been virtualized. Sorry. That is virtualized. Anything else you guys want to see in more detail? Oh, hi. Because like you just said that ISIS was virtualized and the media is still stored on like physical server. But earlier you were mentioning that media was counted towards the storage count. That was for audio, for Dalet. So for Dalet, it's part of the VMFS storage now. All the audio files are part of VMFS. Right. The idea of using virtualization is to like use the CPU available. Mm-hmm. If your storage is already maxed out, how do you use the maximum possible things? So we have storage. It's just that we haven't utilized all of the terabytes into the data store. So we started with very small to see how much we need. And then we can grow more. We have 10 terabytes of raw data, but we're only using 2 or 3 right now. So it's easy to expand the volume later. Is there a maximum
So far, we've gone up to 3 terabytes of a VMFS storage, and I'm pretty sure we can go more than that. And to answer to that, the maximum amount that you can actually have, it's whatever, like, the funding you have. This is pretty much, yeah. You can have petabytes there if you want. You can. Hang on. Because there's people watching remote. Just a quick comment, because I want to make sure you have the proper answer, right? We would like to virtualize everything. We want the same common platform for storage. That's our final aim, right? Avid would not allow us to virtualize ISIS, so we couldn't do it. If they would have allowed us to do it, we would have put it on there. So Dalat, everything is virtualized files. They're all sharing the same SAN. And how much storage you can grow depends on the SAN you use. You can grow your SAN, you can grow your storage. Right? That's the final aim, is we want to go all the way. But we have to stay with the vendors and follow their best practices or recommendations. So if I may add, if other customer wants to push pressure on vendor, feel free to do it. Yeah, we're. Thomas Kadur is sitting on the second here. row of the room. He's not taking notes, but he should. Madame, question. Oui. Là, c'est VMware. Il doit y avoir de la compétition à VMware. Il doit y avoir. Oui, tout à fait, oui. Mais là, c'est comme. Ah, je suis désolée. C'est streamé, hein? Fait que les gens n'écoutent pas les questions. OK, c'est bon. Il faut vraiment poser des questions dans le micro. Il y a beaucoup de gens qui écoutent par streaming. Fait que si vous ne parlez pas dans un micro, ils n'entendent pas les questions. OK. Ben, je vais reposer ma question Oui. à ce moment-là. Je pèse sur le bouton. OK. C'est ça, fait que donc il doit y avoir de la compétition à VMware. Fait que puis là, ben, vous commencez à monter avec ce logiciel-là ou cette application-là. Est-ce que c'est facilement transférable? Est-ce qu'il y a une structure qui est montée pour pouvoir continuer Changer de vendeur, Ouais, c'est de ça. virtualisation? Ouais. Non, tu ne peux pas te transférer facilement d'une technologie à l'autre. Maintenant, pourquoi VMware? VMware, c'est le pionnier dans la virtualisation. Ça a été le premier, OK? Jusqu'à il y a quelques années, en fait, ils sont encore les leaders. Ils ont 80% du marché de la virtualisation. Et puis, jusqu'à il y a quelques années, les compétiteurs n'offraient pas autant de capacités ou de possibilités que VMware font. Aujourd'hui, c'est moins vrai. OK? Les Hyper-V, les Red Hat KVM, puis les Citrix Zen, pour en nommer quelques-uns, se sont beaucoup développés, puis talonnent VMware. Mais aujourd'hui, VMware, c'est encore le leader. Okay? Et puis, il n'est pas facilement possible de migrer d'un fabricant à l'autre, okay? Parce qu'ils ont tous leur propre technologie propriétaire ou même leur format des machines virtuelles n'est pas compatible d'un à l'autre. Okay? Donc, c'est vraiment propriétaire. Une autre raison pourquoi c'est VMware aussi, c'est que il y a beaucoup de fabricants dans l'industrie du broadcast, Avid en étant un, qui ont commencé avec la virtualisation en ne supportant que VMware. Donc, on n'avait pas le choix d'aller avec VMware de toute façon. Let's switch. Yeah. Oh, no, you were there. Okay. Donc, on est tout. Yeah, sure. OK. So, juste pour finir ce que Swapnil disait, donc à Regina, 5 serveurs, pour faire la virtualisation de Avid et Dallaire, dont radio-télévision, ce qu'on a mentionné, donc 5 serveurs commerciaux, des Dell R630 ou OneU server, CPU standard, la mémoire 256 GB de RAM par serveur physique. On n'a rien fait de spécial avec ces serveurs-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir été spécialement modifiés ou quoi que ce soit parce que la virtualisation, ça fonctionne quand on l'installe. Okay? On n'a pas de problème de performance parce qu'il n'y a pas de contention non plus. Okay? On ne fait pas encore d'overcommitting dans ce cluster-là. Donc, on n'a pas encore alloué plus qu'on a physiquement. Pas encore. Ça viendra, j'espère.
Pour continuer avec les ressources nécessaires, il y a le stockage. Un truc qui est important de savoir, c'est qu'une machine virtuelle, c'est un ensemble de fichiers. Okay? C'est juste des fichiers, une machine virtuelle. Mais ces fichiers-là, il faut les accéder d'une façon ou d'une autre. Il y a différentes façons d'accéder à ces fichiers-là ou de les emmagasiner. On peut les mettre sur des disques locaux ou serveurs physiques. Okay? On a du DAS, Directly Attached Storage. À ce moment-là, c'est du block storage. Il y a un certain nombre de features seulement. C'est assez limité comme flexibilité quand on fait ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est du scale-up, c'est-à-dire on peut juste grossir la quantité de disques qu'il y a dans un serveur. Okay? Ou on peut utiliser du stockage partagé. Ici, on voit un système complet où on a 2 serveurs sur des switches, sur des fabrics branchés sur un SAN traditionnel. On peut utiliser un réseau IP pour accéder à ces fichiers-là avec des technologies iSCSI, Fiber Channel over Ethernet qui serait bloc ou encore du NAS qui va être file. Et puis, on peut aussi utiliser Fiber Channel, donc de la fibre optique au lieu du réseau IP. Ça, par contre, ça nous donne toutes les features. On peut scaler up, on peut rajouter de la capacité de notre storage array quand on en a besoin. Ou on peut ajouter des storage arrays et les présenter à nos serveurs pour répartir, si on veut, la charge des machines virtuelles au niveau stockage. Okay? Et quand on a besoin de plus de ressources, CPU, mémoire, réseau, on peut ajouter des serveurs à l'environnement existant. Donc, ça fait un petit peu un survol rapidement de la façon qu'on peut emmagasiner ou mettre le stockage pour les machines virtuelles, donc les héberger. Je passe la parole à Swapnil pour ce qu'on a fait à Regina au terme de stockage. Merci. So, as we talk about storage, we had 2 Dell SC4020 SAN side by side. We had a feature that was part of the Dell OS was live volume. I'll talk a little bit more in detail. We used iSCSI as a protocol because it's easy to implement and we didn't need any special switches, equipments. And it works. It fits the need of the current high transactional I/O load. So that I want to amplify the current transactional, right? Because we never know as we start putting more load to the system, more applications gets virtualized. We may have to go back and see if iSCSI is still the protocol. It does synchronous and asynchronous live copies of the data. So I took this from the Dell, one of the Dell manuals of SC4020. Basically, you have 2 storages. So we call this as a Dallet storage. We call this as an Avid storage, where the VMs of Dallet are here, along with the audio files. The Avid VMs are here. What they do is the volumes that are created inside, like one of these, is replicated to the next available SAN. In this case, it's on the next rack, for example. As this replication is happening, the host would see one of the volume as a primary volume, and the OS within the SC4020, within the SAN, will determine which one is the primary, which one is the secondary. Remember, you can always switch this on demand in case you're doing maintenance or any other work. Or in case of a disaster, if this storage disappears, power problem, if a network gets disconnected, the volumes that the VMware host is watching here would automatically fail over here. Now it does need a lot of I would say transactions between them, because it's constantly keeping an eye on which storage to be active. So it is a bit chatty network-wise, but it serves a purpose for us that, in case of any disaster, we can recover. And we have tested this very thoroughly by literally unplugging at the back of the SAN and see what happens. Unplugging the host and see what happens. Taking out the network,
and see what happens. Every connections that we have made, and we'll see a little bit more in detail how each NIC ports are connected through the storage, and I'll show you the back of the SC4020, how it has dual controllers, and it has dedicated iSCSI ports, it has dedicated management ports. So we'll go for a deep dive as much as we can. We have very limited time, but it basically, there are 2 volumes, but one is a replica, and it synchronously is looking after each other depending on which one is the primary. Let's switch to next. It's working. So, you want to go over Sure. networking? OK. On passe rapidement à la réseautique. Donc, ce qu'on a besoin en termes de réseautique pour chaque serveur qui contribue à la virtualisation, on a besoin du out-of-band. Donc, out-of-band, c'est iDRAC ou ILO quand c'est HP. Donc, un accès console par l'arrière du système, si on veut. On a besoin du management, c'est 1 gig minimum. On a besoin de redondance pour le management. On a besoin d'un port de vMotion. Je vais expliquer un petit peu plus tard c'est quoi vMotion, le transfert des machines virtuelles d'un serveur à l'autre en temps réel. Donc, on a besoin d'1 gig là aussi minimum, puis la redondance est un plus, si on peut l'avoir. On a besoin des ports iSCSI, donc les ports réseautiques pour le iSCSI. Ça, on a besoin de 10 gigs. Et puis, on a besoin là aussi de redondance. Et on a besoin aussi de 1 gig pour le trafic, minimum 1 gig pour le trafic des machines virtuelles, ce qu'on appelle les trunks, où on met toutes les VLAN sur lesquels on branche les machines virtuelles. C'est 1 gig minimum, mais ça dépend aussi du workload. Si il y a beaucoup de transactions, on préfère aller 10 gigs que 1 gig. Là aussi, la redondance est nécessaire. Moi, j'ai proposé à Radio-Canada aussi, quand il y a de la redondance, c'est nécessaire, c'est d'utiliser des ports sur 2 différentes cartes physiques de 2 différents vendeurs dans un serveur. Comme ça, si c'est un problème avec une carte ou un driver ou un firmware qui est buggy, tu peux basculer sur l'autre carte en temps réel sans qu'il y ait d'impact. Au niveau des machines virtuelles, ça fait partie de la redondance d'un système en tant que tel. Puis finalement, les VD switch on préfère les VD switch quand on a les licences. Les VD switch, c'est Virtual Distributed Switch au lieu de Virtual Switch standard. Qui sont plus faciles à opérer. Pardon, une question par rapport à ça. Oui. Tu peux reculer les slides. Fait que là, tout ça, c'est des parts virtuelles en haut? Là, non, ça, c'est des parts physiques que tu as besoin. Ça, c'est tout tes requirements physiques pour brancher un serveur qui fait de la virtualisation. Est-ce que maintenant, ça veut dire... Tu peux en agréger, en mettre ensemble si tu veux, mais ça, tu as besoin de ça. C'est le minimum. Donc, si je regarde ton dessin avec la switch, chacune de ces lignes-là représente un port qui rentre dans switch. Oui. OK. Tout à fait. Je vais le montrer ici. OK? Ça, c'est pour le visualiser. Donc, je vais avoir une switch virtuelle ici avec 2 ports iSCSI virtuels, mais qui sont branchés sur 2 cartes physiques. OK? Il y a une carte physique sur chaque switch physique. Management, un port sur une carte, sur un physique, c'est minimum 1. Mais ce qu'on fait, nous, ici, c'est que vMotion aussi, c'est 1, mais ce qu'on fait, c'est que 1 est le stand-by de l'autre. Donc, la management est le stand-by du vMotion. Si on perd vMotion va transférer ce management. La même chose, si on perd vMotion, on va transférer le trafic si on perd management, on va transférer le trafic sur vMotion. Okay? Ici, ils sont complémentaires, mais ils ont chacun leur carte réseau dédiée. Puis les machines virtuelles, à l'extrême gauche, ici, utilisent une switch virtuelle avec des port groups. Les port groups, c'est des VLAN séparés. On sépare les VLAN en port group pour ségréguer les machines virtuelles. Et puis ça, c'est des trunks. Donc, c'est une paire de cartes réseau physiques qui sont, eux, branchées sur 2 switches indépendantes. Donc, on fait notre redondance de cette façon-là. I think it's the same. Oui, en fait, ça représente Regina. Yeah, I think It's pretty much the same. It's exactly the same what Ian was showing. This is more physically exactly what we did. And that's the back of the SC4020 with 2 controllers, dual power supply,
dual management that's going to the Nexus 5K switch, and how the physical ports are mapped, and how we back up the management and the vMotion, and how the virtual machine. And that's for the iSCSI. That's a dedicated network card, 10 gig network card, which is an add-on on the server, which handles the iSCSI traffic. I think we don't have much time. We have about 15 minutes. So let's... Time is here. 15 minutes. OK. 15. Rapidement. Clustering. OK. Donc, clustering, c'est on crée des pools. En fait, qu'est-ce que le clustering? C'est on crée des pools de ressources afin de les partager entre les machines virtuelles. OK. Il y a des comme ici, on voit, c'est un cluster de 2. On ne fait pas des clusters de 2, on fait des clusters de 3 minimum, mais c'était juste pour représenter. On a deux hypervisors, donc serveur physique sur une switch, le stockage. On a 5 machines virtuelles. Les couleurs représentent les disques. Okay? Une machine à gauche peut très bien avoir sur un disque à droite, etc. Okay? vMotion, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'en temps réel, par le réseau, on est capable de déplacer le workload d'une machine virtuelle d'un serveur physique à l'autre. Okay? C'est transparent pour l'utilisateur, il ne s'en rend pas compte. Quand il y a un cutover, il y a un cutover de millisecondes d'un host à l'autre. Donc, vMotion, ça nous permet de faire du DRS, Dynamic Resource Scheduling. Ça veut dire que ça nous permet de balancer la charge dans un cluster entre les serveurs physiques. Okay. La même chose, SVMotion, donc c'est Storage vMotion. On peut transférer en temps réel le stockage d'une machine virtuelle d'un SAN, d'un disque, d'un système ou à l'autre, okay, sans que la machine virtuelle s'en aperçoive, sans que en fait, la machine virtuelle le sait, mais sans que l'utilisateur de la machine virtuelle s'en aperçoive. Et puis, on peut, par le fait même, faire du SDRS, c'est du Storage Dynamic Resource Scheduling. Ça veut dire que le système en tant que tel, pour balancer les charges, peut de lui-même, à cause du I/O ou à cause de l'espace utilisé, transférer le disque d'une machine virtuelle, d'un LUN ou d'un data store ou d'un array à l'autre en temps réel sans que ce soit perçu par l'utilisateur. HA, brièvement, HA, c'est haute disponibilité, c'est une technologie de VMware, mais en fait, les autres fabricants aussi l'offrent maintenant. Si on perd un serveur, parce qu'un serveur, c'est physique, ça peut à tout moment crasher. On n'est pas à l'abri de ça. Ce que HA va faire, c'est qu'automatiquement, il va transférer les ressources qui étaient utilisées sur ce hypervisor-là. Donc, les machines virtuelles qui étaient sur ce hypervisor-là qui ont crashé, HA va les transférer sur d'autres serveurs physiques, puis ils vont être démarrés automatiquement. On parle d'une minute, 1 minute et demie au total, le temps qu'un serveur tombe, puis que la machine soit repartie sur d'autres serveurs, et puis qu'elle soit, vous ayez votre logging page, là, on parle de 1 minute, 1 minute et demie. C'est quand même assez rapide. You want to talk about clustering in Regina? Yes, quickly. So as you saw, it's a single pool of ESXi host with both applications running. It did increase the compute and overall speed, which we wanted. It is over provisioned, as you can see, but we can always look back and add more applications to it. With HA enabled, as Ian just walked through it, we are set up for N+1. So in case of a failure, the virtual machines that are running on that host will be automatically be vMotion, and we should be up in a couple of minutes. We have some anti-affinity and affinity rules in the VMs. That means that if a host has a problem, it fails, we wanted to make sure that, for example, the database server, so you don't want both nodes to be on the same host at any given time. You want both the nodes to be on separate hosts in case one has a problem. You don't want to lose both of your database servers. Similar with anti-affinity, you don't want your transcoding servers all to be in the same physical host, as it requires a lot of CPU, so they should always be separate. So those are most of the rules came from best practices and also from vendors, where they said we want these machines to be separate, these machines to be together, and some of the VMs are everywhere, but some of the VMs are very tightly managed with which host they are part of and are they together or not. So let's go next. Virtual machines, it's as I
showed you, it's a very standard virtual machine, mainly running Windows 2012 and 2008. There is proprietary database running on the Windows cluster for Avid. Dalet is a typical SQL cluster. The intensive VMs like transcode and indexing, which requires high CPU count, are spread across the ESXi host for better load balance. Each of the NICs inside the virtual NIC are VMXNet 3, meaning they're at 10 gig. They can talk at 10 gig within the chassis or through the switch if your switch is a 10 gig. Which is a good thing because all of these servers that are running individual services needs to talk to each other. So in a physical world where a transcoding has to talk to a database, it has to go out, go to the physical switch, and then come back. Now with everything that is within the chassis, the intercommunication between the VMs is pretty quick. And since we are tied to a 10 gig, it becomes even quicker. All of our disks are thick provision on a thin provision LUN. Thick provision is best practice. As I said, there's nothing fancy here that we did, and there's no Frankensteining of the VMs. It's everything out of the box. Here's what overall it looks like. So just pointing out that ISIS storage is still a physical storage, hasn't been virtualized. The two Nexus switches, the two Dell SC4020s with live volume. We have 5 hosts, which are, we call them Dalet host and Avid host, but they could run any VMs at any given time. We do have a backup system for the Dalet, which runs on a standalone local VMFS storage connected to a different copper switch. It doesn't have a 10 gig, which backs up the audio and the database in case we need to fall back. We also, it's not showing up here, but we also have a small Synology storage, which also backs up the audio and some SQL maintenance plan to another rack on the other side. So and all the networks are staggered between the switch. So if one switch has a problem, we should be OK with one leg, and the show will go on. OK, let's see. That's probably you. Ouais. Juste mentionner un truc. Ce qu'on voulait illustrer ici, c'est que les principaux morceaux dans cette infrastructure-là, ils sont redondants, si on veut, ou on essaie de faire le plus possible de la haute disponibilité. On a 2 stockages dans 2 châssis différents. On a 5 serveurs qui font la virtualisation dans 2 châssis différents. vCenter qui s'occupe de toute la gestion de ça est à Toronto et même pas à Regina. Et dans les serveurs même, il y a aussi la redondance au niveau des cartes réseau, etc. Le seul single point of failure qu'on a ici, c'est l'ISIS, malheureusement, mais j'imagine qu'un jour, on va passer à autre chose. Je parlais monitoring et support. C'est un petit peu un shift que la virtualisation apporte dans comment on exploite ça ou comment on opère ces infrastructures-là. Traditionnellement, dans un site comme Regina, tu avais les gens sur place qui s'occupaient des serveurs, etc. Mais comme la virtualisation, la gestion est centralisée à Toronto et à Montréal, donc c'est une autre façon de faire, un peu qu'on essaie d'implémenter. Fait qu'il y a un petit peu un challenge social là, que je pourrais appeler. Donc, la façon qu'on fait le monitoring, le support, les gens à Toronto-Montréal qui sont responsables de la virtualisation vont faire le monitoring de toute l'infrastructure. Ici, on a une liste d'alertes prédéfinie au niveau des machines virtuelles, des serveurs physiques, du networking, stockage, le cluster, les licences, etc. Avec une série de thresholds. Toutes ces alertes-là que vous voyez, c'est les gens de Montréal-Toronto qui les reçoivent. Et s'il y a une alerte, ils sont on call, ce sont à eux de prendre le téléphone puis de contacter le site de Regina ou tout autre site au Canada. Pour ce qui est la monitoring de performance puis l'analyse, la performance, on utilise un outil de VMware qui s'appelle Virtualization Operation Manager ou VROPS.
Et puis, c'est un outil qui est extrêmement puissant. J'en ai vu d'autres, puis j'en ai jamais vu d'aussi performant ou aussi complet que VROPS. C'est juste une image pour montrer un petit peu ce qu'on peut avoir comme dashboard. On fait aussi le capacity management en utilisant ce même outil-là. Par rapport à l'utilisation du passé, capable de nous dire ce qui s'en vient et puis quand on va manquer de ressources. J'aime vraiment la prédiction basée sur le passé. J'aurais de la misère à rajouter une droite avec ça. Oui, ben, en fait, c'est 12 semaines, mais c'est plus longtemps qu'il y a de données, mieux c'est pour sa prédiction. T'sais. Mais ça fluctue, ça bouge tout le temps. L'idée ici, c'est que si il y a un trend vraiment qui augmente, qui est capable de te le dire, que dans 2 semaines, 3 semaines, si tu continues, c'est ça qui va arriver. T'sais. So, after Regina, we went nuts. We saw it working, and we started. Even before Regina, we did a site for Dalet. I should have mentioned that. It was Windsor. It was a very small site, but nothing to the scale of 10 gig and a SAN. But this is our current situation for English. We have most of the sites that are deployed with hardware. The few that are gray, as you can see, they're still waiting to be done. It's a similar concept. ESXi hosts our major market sites like Winnipeg, Regina, Edmonton, Calgary, what else? Even Toronto. They would all get a 10 gig network and an SC4020. Toronto has even a bigger infrastructure with Hitachi, a big SAN from Hitachi. We're not there. We're just getting started with Toronto for Avid and Dalet virtualization, and I think we're doing the same in Montreal for Avid and Dalet virtualization and over there as well. So as you can see, we learned a lot. We have deployed a lot, and this is the next slide for. And we're coming up to French side. We started with Ottawa, Sudbury, Moncton. I don't think this is. It's not up to date. It's not up to date. No. So I think we did a few more sites after this as well. So we're on our way. We're getting there. We have. Huh? Is up to date? Okay. No, but we don't see Montreal. Montreal is not there. Yeah, but Montreal should be there. Yeah. Okay, go. Detail. So these are some of the initiatives that are mostly deployed right now, along with the Dalet and Avid. So we have all our MOS servers in the region for iNews, Viz, Overdrive. Viz and Overdrive are in Toronto. We also tried iNews virtualization. It worked. So we didn't virtualize the core servers. They're still physical system that's there in Toronto. But we did virtualize their data receivers, indexers, and everything. We did tested Media Central briefly. We have a file gateway server for Avid, which is currently virtualized. The Studer DIOS, which is the OS for the master, and the Virtual Vista for the console, that has been virtualized. The iControl server has been virtualized. There's a project to centralize transcoding for English region through Vantage. So the databases, everything is virtualized. Not the encoders, they're still physical Dell servers, but the databases are. And that's just a few. I think there are a lot more coming up, and we'll talk more. So thank you. Merci. Merci. We have 3 minutes for questions. So any other additional question? With a mic. Je vais parler en français. Dans tout ça, est-ce que le coût au niveau de la virtualisation, est-ce que c'est plus cher que si tu n'utilisais pas la virtualisation? Cost. Is it more expensive or less expensive? Is it more expensive for the same audio you can put on air? Okay, the same contents audio is going to be more expensive when you virtualize or you're not virtualized? Well, you have to look at it expense from
disaster recovery standpoint, right? So if you spend money to add another layer of VMware, is it worth it or not? I would say it is worth it. It does add up at the end of the day because you wanted to buy OS licenses, you wanted to buy VMware licenses, new hardware. But for the sites that are getting a new refresh, I think it's best to look at those options. And with virtualization, as I mentioned, the disaster recovery becomes a little bit simpler, and you can rely on it. And we have tested it for over a year now, so I think it's worth to spend that money. Yeah, and I think it's an investment now. Okay. For future. So the next refresh would be a lot easier to do. Je voudrais mettre une emphase de la question que Michel Bertrand a posée tout à l'heure. Aujourd'hui, quand tu sautes dans la virtualisation, il faut penser aussi parce que là, on regarde aussi dans le passé que c'est vraiment passé au niveau de Novell et Microsoft. N'oublie pas, il faut bien penser à ça parce que Microsoft lui-même, Novell n'existe plus aujourd'hui, vous voyez. Alors, quand vous allez dans la virtualisation, c'est pareil comme quand vous sautez dans la IP. Il faut bien choisir vraiment votre système parce que si vous choisissez ce qui s'est passé avec Novell, alors juste pour que ceux qui ont un peu de l'âge dans le corps, là, ils savent ce qui s'est passé avec Novell. Alors, c'est aussi regarder les coûts, parce que moi, j'ai regardé les coûts, puis ça coûte un peu plus cher aujourd'hui quand vous virtualisez. Parce qu'il faut payer... C'est un investissement pour plus tard. Oui, parce que la prochaine refresh, ça va être beaucoup plus facile à faire. Exact. And you can do labs. You can do your next iteration of version of software in virtual. You don't need physical machines to be racked to get some testing done. You can spin up a VM, trash it, start again. There's a lot of ways you can utilize a virtualized environment, and not just for production, for dev, for testing, for anything. Oui, pouvez-vous me dire c'est quoi l'outil de backup que vous utilisez pour votre environnement? Backups over there. Currently, we're looking at VDP and Commvault as an option. So we don't have backups for VM itself. We are relying solely on the live volume and backups that we do on our application side. But we're looking at Commvault, we're looking at BDP, which is data protection, which is part of the VMware, and we should have some backups sometime this year. Yeah, we're currently in the deployment of Commvault, which is a VM-aware backup system, and it's been deployed in Montreal and Toronto, and we're looking to do it in the regions as well. Okay, so we Thank you. you Guys. We don't have any more time for additional question. I'm sorry. No problem. Unless I have one question. So for me, it's different. It's a separate. So if we look at Michel's drawing, that's easy to fix. My drawings are quite challenging on power. So your application that you just described, which is Avid and virtualization. Sorry. The application that you just described, that's Avid and Dalet virtualization in region. How you see that fit in that drawing? So will it be a little bit of transcode? And the drawing is not complete. We need to add that part. So for this one, you will see that already today it's checked, it's available. Will you be comfortable to say that for file transcode is already there? Or since File transcode depends what you're transcoding, right? Like if you're just doing H.264. So maybe, what will but you if put you're this doing one? A proxy, you're doing a low res. You in also general. want to do. In general, I think you still would want physical encoders. Okay, so is it yellow, red, green? When will it be available? Your thought. I would say at least another. So I would say red. Red. It's too far. I think it. Okay. Okay, good. So I will put it red, and then we'll continue the discussion later.